and he said, "Call 911. My brother's bleeding in the driveway. Make sure the police come." By the time I went back, there was too much blood. I didn't want to take a chance on doing more damage. Brett Ryan était à quelques semaines de réaliser l'un de ses plus grands rêves, se marier avec la femme de sa vie. Tout semble lui réussir. Il vit dans un appartement flambant neuf, a un travail qui le rémunère gracieusement. Bref, pour la faire courte, il menait une vie parfaite. En tout cas, c'est ce que tout le monde s'imaginait, puisque lorsque sa mère le menaça d'exposer tous ses mensonges au grand public, c'est là que Ryan décida de commettre l'irréparable. Né en 1981, Brett Ryan était un garçon sympathique et souriant qui était aussi connu pour sa générosité et à son grand cercle d'amis. Après le lycée, Ryan va rentrer à l'université, mais au bout de quelques mois seulement, c'en était trop pour lui. Le système éducatif ne lui correspondait absolument pas et il décide alors d'arrêter les cours. Pendant que ses amis montaient leur carrière dans le milieu de l'éducation, de la santé ou même de la finance, Ryan, lui, s'était mis à la peinture en intérieur pour les maisons. Et pour mettre les choses au clair, ce n'était pas suffisant pour subvenir aux besoins de Ryan, qui, au fil du temps, devenait de plus en plus désespéré. Et afin de pallier à ce manque cruel d'argent, il décide le 20 octobre 2007 de braquer sa première banque, située seulement à 8 minutes en voiture de chez lui. Pour ce faire, il décide de se mettre un bandage médical tout autour de la tête, d'enrouler son bras dans un tissu qui fait le tour de son cou, pour faire croire que celui-ci était cassé. Après sa préparation, il rentre dans la banque, puis se dirige vers un comptoir. Il tend ensuite une note à l'employé de la banque où il y est écrit « J'ai un pistolet derrière ces bandages. Donnez-moi immédiatement 2000 $ ou plus. » L'employé de banque ne va pas hésiter une seule seconde et va lui tendre tout ce qu'il a sous la main. Ryan repartira finalement avec seulement 1000 $ dans la poche. Il rentre par la suite chez lui et s'attend à voir débarquer la police d'un moment à un autre. Mais ce ne sera pas le cas. Et voyant que son stratagème avait extrêmement bien fonctionné, Ryan décide de réitérer son coup au cours des 8 mois suivants, en braquant pas moins de 12 banques près de chez lui. Braquage qui au final lui aura permis de récolter pas moins de 28 000 $. Mais sa petite aventure prendra une fin assez dramatique, puisque lors de l'un de ses braquages, les enquêteurs avaient repéré son pick-up et l'avait donc prise en filature. Après 2 semaines de surveillance, la police va mettre en place un plan afin d'arrêter Ryan. Après avoir fini de braquer une banque, Ryan sort de celle-ci, mais il sera accueilli par les policiers. Il plaidera coupable et sera placé en détention provisoire dans l'attente de son procès. Son procès débutera en janvier 2009. Au cours de celui-ci, les jurys ainsi que la défense de Ryan vont débattre durant plusieurs heures. Les amis de Ryan interviendront aussi à la cour, expliquant que leur ami était quelqu'un de généreux qui avait participé à de nombreuses fois à des sessions de volontariat dans sa ville. Ryan avait tout simplement pris une mauvaise direction, mais qu'il n'en restait pas moins une bonne personne. Le procureur en charge de l'affaire condamnera finalement Ryan à seulement 5 ans de prison, avec la possibilité d'être libéré pour bonne conduite. Et effectivement, après avoir passé moins de 2 ans derrière les barreaux, Ryan retrouve finalement la liberté à la fin de l'année 2010. Cependant, sa nouvelle vie à sa sortie de prison n'allait pas être aussi simple qu'il l'imaginait. D'une part, il était criblé de dettes, et deuxièmement, il lui était impossible de cacher son passé de criminel à ses futurs employeurs, qui en quelques clics sur Google pouvaient s'apercevoir qu'ils avaient affaire à un ex-braqueur de banque. Vu que personne ne voulait de lui, Ryan décide de reprendre son pinceau et de reprendre son job de peintre en intérieur pour les maisons. Mais malheureusement pour lui, la plupart de ses clients refuseront ses services après avoir appris le passé sombre de Ryan. À l'approche de la trentaine,
Ryan doit faire face à la terrible réalité. Il est un ex-détenu criblé de dettes, ne possédant pas de diplôme ni de clients. Bien entendu, toute sa famille était assez embarrassée par ce qu'avait fait Ryan. Mais ce n'était pas tout, puisque les voisins, qui avaient eux aussi pris connaissance du passé sombre de Ryan, ont petit à petit commencé à parler en mal de lui ainsi que de sa famille. Ne pouvant plus supporter cette pression, Ryan ainsi que toute sa famille décident alors de déménager dans une autre ville. En arrivant dans cette nouvelle ville, Ryan décide qu'il était temps pour lui de se reprendre en main. Il va postuler pour des dizaines et des dizaines d'offres d'emploi et il va finalement réussir à trouver un travail assez mal payé dans une enseigne de distribution. Le salaire qu'on lui versait n'était clairement pas suffisant, mais bon, c'était déjà un début. Durant les semaines ainsi que les mois qui vont suivre, Ryan va travailler dur et même faire des heures supplémentaires afin de remettre sa vie en place. Voyant comment leur fils travaillait dur, les parents de Ryan décident alors de l'aider financièrement afin qu'il reprenne ses études pour terminer sa licence en biophysique. Et c'est à l'université qu'il fit la connaissance de Christine. Elle avait un travail en temps plein, possédait son propre appartement et semblait vivre la belle vie. Ryan, lui, était très admiratif du train de vie de Christine. Et les deux vont rapidement tomber amoureux l'un de l'autre. Bien entendu, Ryan va mettre les choses au clair avec Christine en lui expliquant qu'il était un ex-braqueur de banque. Christine lui explique alors que cela ne change absolument rien par rapport à l'amour qu'elle a pour lui. Pendant 2 ans, Ryan va vivre une vie relativement stable. Il était certes toujours criblé de dettes, mais il avait repris les études, travaillait et avait même trouvé la femme de sa vie. 2 ans après s'être mis ensemble, Ryan décide de quitter la maison de ses parents et de partir vivre avec Christine. Il va y couler des jours heureux jusqu'à ce jour fatidique, puisqu'après avoir emménagé avec Christine, le père de Ryan décédera 1 an plus tard. Avec la perte de son père, Ryan a commencé à faire des allers-retours chez sa mère afin de notamment l'aider à régler les papiers administratifs, prendre soin d'elle, etc. La mère de Ryan appréciait énormément le geste de son fils et avait même commencé à le payer pour ses services. Et vu qu'à ce moment Ryan était un étudiant fauché, cette petite somme d'argent que sa mère lui versait l'aidait énormément. 1 an plus tard, soit en 2015, Ryan demanda alors la main de Christine. Et c'est aussi à la même période que les cours avaient commencé à s'intensifier pour Ryan, qui au bout de quelques temps a fini par arrêter les études à nouveau. Mais beaucoup trop embarrassé, il décide de ne rien dire à sa fiancée ni à sa famille. Et il va continuer à faire croire à ces derniers qu'il continuait à se rendre en cours comme à son habitude. Au milieu des années 2016, alors que Ryan est supposé avoir fini ses études, il reçoit une offre d'emploi de la part d'une entreprise spécialisée dans les technologies. En soi, Ryan n'aurait jamais pu avoir accès à cette offre. Il avait arrêté les études et il ne possédait aucun diplôme. Mais justement, pour Ryan, en obtenant ce travail, cela signifiait donc qu'il avait obtenu aussi son diplôme. Et cela lui permettrait aussi de cacher la vérité à sa famille ainsi qu'à sa fiancée. Mais il y avait quand même une petite zone d'ombre qui persistait, et c'était le fait qu'il n'avait jamais invité sa famille ni sa fiancée à sa cérémonie de remise de diplôme. Mais quoi qu'il en soit, le plus important, c'était que Ryan avait réussi à décrocher un job et donc toute sa famille était extrêmement content pour lui et l'a donc emmené manger, fêter partout dans la ville. Mais comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, 1 semaine après avoir accepté l'offre d'emploi de la part de l'entreprise, celle-ci va alors annuler son offre après avoir pris connaissance du passé de Ryan. Et là, c'est la panique totale, puisque ce job représentait pour Ryan l'alibi ultime pour cacher tous ses mensonges. Mais au lieu de dire la vérité, Ryan va décider de s'engouffrer encore davantage dans le mensonge. Il ne dira absolument rien à sa fiancée ni à sa famille et fera comme s'il se rendait au travail
tous les jours. Pendant ce temps, la mère de Ryan, de son côté, se félicitera auprès de ses voisins, en leur disant qu'après avoir emprunté un chemin assez sombre, Ryan a finalement réussi à finir ses études, à décrocher le job de ses rêves et demander en mariage la femme de sa vie. Bref, elle va expliquer que son fils Ryan avait enfin trouvé sa voie. Au début, Ryan arrivait avec sans trop de difficultés à vivre sa vie de mensonge. Mais avec l'approche de la date de son mariage, Ryan devenait de plus en plus stressé à l'idée que sa fiancée découvre la vérité. Voulant garder le bateau à flot, Ryan décide alors de se rendre chez sa mère et de lui avouer toute la vérité. Il lui explique qu'en réalité, il n'a jamais obtenu son diplôme, s'est fait refuser son offre d'emploi une semaine après avoir accepté ce dernier, et pour finir, il demandera à sa mère de garder tout cela pour elle et de lui donner de l'argent pour qu'il puisse continuer à vivre dans le mensonge. La réaction de la mère sera immédiate. Elle lui refusera catégoriquement de lui donner de l'argent, mais pire que cela, elle lui dit qu'il doit à présent dire la vérité à sa fiancée. Dans le cas contraire, c'est elle qui le ferait. Pour Ryan, tout son monde venait de s'écrouler. Il ne s'attendait pas du tout à cette réaction de la part de sa mère et il ne savait absolument plus quoi faire à présent. Mais le plus terrible dans tout cela, c'est que si Christine venait à découvrir la vérité, celle-ci le quitterait sans aucun doute et il fera à nouveau face à ce qu'il a vécu quelques années auparavant. Ryan, lui, de son côté, va réfléchir durant de nombreuses heures et va finalement décider de ne rien dire à sa fiancée. Mais qu'au lieu de ça, il tuera sa mère pour la faire taire à tout jamais. Mais étant donné que Ryan était un ex-détenu, il n'avait donc plus le droit d'acheter des armes. Mais il pouvait acheter une arbalète sans aucun permis. Un jour alors, il commande une arbalète sur le net, le fait parvenir chez lui, regarde quelques vidéos sur YouTube sur comment charger une arbalète et comment la manipuler, puis lors d'un détour chez sa mère afin de l'aider, il cache son arbalète ainsi que quelques flèches au-dessus d'une étagère dans le garage. Après avoir minutieusement caché son arme et aider sa mère, Ryan retourne chez lui. Il doit à présent passer à la phase 2 de son plan, qui consiste tout simplement à se créer un alibi. Pour ce faire, Ryan va rassembler et monter des manches à balai sur des ventilateurs accrochés à des poulies et des fils qui traversent toute sa chambre, qui, lorsqu'il est mis en route, permet d'appuyer sur le clavier de son ordinateur ainsi que sur l'écran de son téléphone à intervalles réguliers, comme pour laisser faire croire que Ryan était chez lui. Le 25 août 2017, Ryan finit toutes ses préparations. Son arbalète était en place chez sa mère, son système pour son alibi était finalisé et il ne lui restait plus qu'à passer à l'action. Le matin du 25 août, donc, Ryan ainsi que Christine se lèvent tôt pour partir au travail. Vers 7h30, les deux quittent la maison et partent dans leur voiture dans des directions opposées. Après avoir roulé quelques mètres et s'être rassuré que sa fiancée n'était plus là, Ryan retourne chez lui puis allume son système qui permet d'appuyer sur le clavier de son ordinateur et sur son téléphone. Après s'être assuré que son système fonctionnait bien, Ryan quitte la maison et prend la voiture en direction de chez sa mère. À son arrivée aux alentours de 10h du matin, Ryan rentre dans la maison, voit sa mère assise sur l'une des chaises de la cuisine et essaye à nouveau de convaincre sa mère de ne pas dire la vérité à Christine. Mais sa mère était catégorique, elle le lui dira avant leur mariage. Leurs discussions vont rapidement s'envenimer et ne pouvant plus supporter la situation, la mère de Ryan décide alors d'appeler Chris, l'un de ses fils, pour qu'il vienne à la maison discuter avec son frère. Entre-temps, Ryan avait totalement perdu la maîtrise de la situation. Pris de rage, il décide alors de courir vers le garage
ouvre la porte de ce dernier et commence à chercher son arbalète ainsi que les flèches cachées au-dessus de l'étagère. Mais sa mère avait commencé à le suivre juste derrière. Ryan se dit que le temps qu'il descende l'arbalète, la charge avec une flèche, sa mère aurait alors le temps de voir l'arme pour ensuite prendre la fuite. Et donc, au lieu de se munir de l'arbalète, Ryan se saisit alors de l'une des flèches, se retourne et la plante à plusieurs reprises dans le corps de sa mère. Pris de court, celle-ci tombe alors au sol et une autre étagère vient s'écraser sur son corps. Voyant l'opportunité devant lui, Ryan se saisit d'un long fil de nylon, l'entoure autour du cou de sa mère, puis l'étouffe avec. Après s'être assuré que sa mère ne respirait plus, Ryan remet l'étagère en place, place sa mère sur un côté du garage, puis se saisit de son arbalète. Il le charge avec une flèche, tout en sachant que son frère Chris allait arriver d'une minute à une autre. Ryan décide alors de se cacher derrière la porte du garage, en attendant patiemment son frère. Quelques minutes après, le frère de Ryan, Chris, arrive devant la maison. Il sort de sa voiture, sonne à la porte, mais personne ne lui répond. Il ouvre alors la porte qui n'était pas verrouillée, et là, il ne voit aucune trace de sa mère ni de son frère Ryan. Il crie leur nom, mais il n'y avait rien à faire. Personne ne lui répondait. Après avoir vérifié un peu partout, Chris décide alors de se rendre au garage. Et au moment où ce dernier pénètre à l'intérieur, Ryan sort de derrière la porte, vise son frère et le touche directement à la nuque, le tuant instantanément. Après avoir achevé son frère, Ryan place son corps au-dessus de celui de sa mère. Et alors qu'il s'apprêtait à recouvrir ces derniers d'une bâche, il entend soudainement une deuxième voiture se garer devant la maison. Ryan comprend alors très vite qu'il ne pouvait que s'agir de son petit frère A.J. Se sachant condamné, Ryan décide qu'il était temps pour lui de finir le travail. Vu qu'il n'avait pas le temps de recharger son arbalète, Ryan se saisit alors à nouveau d'une flèche, puis se dirige en dehors de la maison. En passant le pas de la porte, Ryan court en direction de son frère qui venait tout juste de sortir de sa voiture et sans rien lui expliquer, il lui enfonce la pointe de la flèche dans le cou. Mais heureusement, A.J. ne succombe pas immédiatement et commence alors à se battre avec Ryan. Les deux crient, hurlent et font énormément de bruit, ce qui a alors pour effet de réveiller Lee, le petit frère de Ryan. Pendant tout ce temps, il était en train de dormir paisiblement dans sa chambre à l'étage et il n'avait pas entendu les cris de sa mère ni de Ryan, l'arrivée de son frère Chris, et c'est au moment de la bagarre entre A.J. et Ryan qu'il s'est alors réveillé. Lee, en entendant le vacarme, se précipite à l'extérieur et voit alors son frère Ryan au-dessus de son autre frère A.J. Celui-ci a perdu énormément de sang et ne semble plus bouger. Ryan, en se retournant, aperçoit son petit frère Lee et décide alors de se relever et de lui courir après. Lee essaiera de retourner à la maison, mais il était trop tard. Ryan s'était déjà jeté sur lui et les deux avaient commencé à se battre. Mais heureusement, au bout de quelques instants, Lee réussit à repousser Ryan et il court alors en direction de A.J., son autre frère, qui était allongé sur la route. A.J. avait réussi à ramper sur plusieurs mètres et avait même réussi à prévenir l'un des voisins de ce qu'il se passait. He said, "Call 911. My brother's bleeding in the driveway. Make sure the police come." By the time I went back, there was too much blood. I didn't want to take a chance on doing more damage. Ryan, de son côté, savait que c'en était fini pour lui. Certes, il avait éliminé sa mère ainsi que son frère Chris, mais ses deux autres frères, A.J. et Lee, étaient eux encore vivants. Se sachant condamné, Ryan décide de ne pas poursuivre son petit frère Lee. Et au contraire, il retourne à l'intérieur de la maison, ouvre le réfrigérateur, en sort une bouteille d'eau, puis retourne à nouveau à l'extérieur de la maison, s'assoit sur les escaliers en attendant l'arrivée des policiers,
tout en buvant son eau. À l'arrivée des policiers ainsi que les secours, ces derniers essaieront de réanimer A.J. qui gisait là au milieu de la route, mais malheureusement c'était trop tard. Il avait perdu énormément de sang, il a été touché directement sur la jugulaire et il n'y avait plus rien à faire pour lui. Lorsque les policiers vont l'interroger, Ryan va leur expliquer calmement que oui, il aurait pu amener son frère A.J. à l'hôpital, mais qu'il ne l'a pas fait. Il explique ensuite avec un détachement total qu'il y a aussi 2 personnes dans le garage qu'il a tuées à coups d'arbalète. Lors de son procès, Ryan expliquera qu'il a énormément de regrets par rapport à ce qu'il avait fait. Il explique au juge qu'il était pris au pied du mur et que pour lui, il n'y avait plus aucune solution possible. Ryan décidera aussi de plaider coupable contre toutes les charges d'accusation retenues contre lui. Le juge en charge de cette affaire, John McMahon, déclarera qu'il était admiratif du comportement de Ryan durant tout son procès. Il explique que Ryan a toujours été sincère dans ses propos et qu'il a toujours voulu être tenu responsable de ses actes. Le juge a déterminé que Ryan n'était pas seulement l'auteur de cette tragédie, mais qu'il faisait aussi partie de l'une de ses victimes. Un homme bon qui avait initialement de très bonnes intentions, mais qui a finalement été poussé à commettre l'irréparable à cause de la pyramide de mensonges qu'il avait montée de toutes pièces. Ryan sera finalement condamné à la prison à vie à perpétuité avec une possibilité de liberté conditionnelle en 2041, année à laquelle il aura 60 ans. Lee, l'unique survivant de ce massacre, raconte qu'après avoir vu toute sa famille se faire tuer par son grand frère Ryan, l'a totalement brisé de l'intérieur. Il souffre aujourd'hui d'une grave anxiété, il a du mal à dormir, à se concentrer et par-dessus tout, il ne sort presque plus jamais de chez lui. La seule et unique image qu'il garde de tout cela est celle de son frère A.J. en train de rendre son dernier souffle devant lui, tout en se vidant de son sang dans l'allée devant la maison. Les amis, c'est la fin de cette affaire. Dites-moi ce que vous en pensez directement dans les commentaires. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, c'était Ken Show. Ciao.